Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel libre de dessin vectoriel qui s'appelle Inkscape et qui vous permettra de réaliser facilement des schémas tels que celui que vous pouvez voir de façon à illustrer vos présentations et vos différents écrits. Le plan que je vous propose pour aborder Inkscape est le suivant. Nous commencerons par aborder les fenêtres d'Inkscape. Ensuite, nous explorerons les commandes de base autour d'un outil qui va être l'outil rectangle. Nous parlerons des caractéristiques de cet outil, des questions de fond, de contour, encore de style de contour. Ensuite, nous verrons comment sélectionner, mais aussi désélectionner des objets et comment modifier les objets. Nous aborderons ensuite un certain nombre d'outils avec l'outil cercle pour commencer. Ce sera l'occasion de faire une remarque sur la question des préférences. Ensuite, nous parlerons de l'outil polygone et étoile, de l'outil spirale, des outils de tracé, de l'outil pulvérisation et nous terminerons avec la question de l'alignement et de la distribution des objets. Nous aborderons ensuite les courbes de Bézier, ce qui sera l'occasion de parler de notions de chemin ou encore de vectorisation. Nous nous intéresserons à la manière de colorier des objets, en particulier ce qu'on va appeler des zones bornées. Nous parlerons ensuite de l'outil texte. Nous aborderons ensuite les calques et puis nous verrons comment tracer un quadrillage avec un pavage de clones. Enfin, nous verrons une fois le dessin terminé comment ajuster la page au dessin et comment exporter le dessin pour pouvoir justement l'utiliser dans des présentations et écrits. Je vous propose de commencer cette prise en main d'Inkscape avec l'exploration des fenêtres d'Inkscape. Voici l'allure du logiciel Inkscape. On découvre tout en haut de ce logiciel un certain nombre de commandes, parmi lesquelles on a toutes les commandes classiques, fichier, édition, affichage, qu'on retrouve dans la plupart des logiciels, et il y a aussi un certain nombre de commandes plus spécifiques. Sur la partie ici droite d'Inkscape, je retrouve des menus qui correspondent à ce qu'on appelle des boîtes de dialogue. J'ai en tout 3 boîtes de dialogue, la boîte calque, la boîte alignée et distribuée, là qui n'est pas vraiment visible, et puis la boîte fond et contour. Ces boîtes de dialogue, je vais pouvoir les afficher ou non en cliquant donc sur affichage, afficher, cacher les boîtes de dialogue. J'ai aussi le raccourci F12 qui me permet de le faire. Donc si j'appuie dessus, les boîtes de dialogue ne se voient plus, elles sont donc masquées, et si je reclique sur affichage, afficher, cacher les boîtes de dialogue, ou si j'appuie sur F12, eh bien je vois à nouveau mes boîtes de dialogue. La boîte calque peut aussi être affichée ou masquée avec la commande suivante, Maj CTRL L. La boîte alignée et distribuée peut l'être avec la commande Maj CTRL A. Là en l'occurrence je peux aussi cliquer ici sur cette commande pour afficher cette boîte de dialogue. Je vais revenir sur la boîte calque. Et puis pour la boîte fond et contour, j'ai la commande Maj CTRL F qui me permet de l'afficher ou de la cacher. Un peu plus à droite, j'ai un certain nombre ici d'éléments de contrôle qui sont les outils un peu classiques. Je retrouve ici une commande qui me permet d'ouvrir un nouveau document, ici d'ouvrir un document déjà existant, d'enregistrer et ainsi de suite. Je ne vais pas tellement m'attarder sur ces quelques éléments. Par contre, plus à droite ici, on a ce qu'on appelle la barre du magnétisme. Je n'évoquerai que ce premier bouton qui nous servira à donner ou à ne pas donner un magnétisme à un objet. Quand un objet a un magnétisme, eh bien ça fait que cet objet, quand on va le déplacer, il va avoir tendance à être attiré, magnétisé par les autres objets. Ça peut être intéressant si on veut effectivement caler facilement des objets les uns aux autres, mais parfois ça peut être embêtant, du coup on désélectionnera ce magnétisme. Ensuite, sur la partie ici gauche d'Inkscape, on a tous les outils d'Inkscape. Là, c'est cet outil qui s'appelle sélection, qui est sélectionné. D'ailleurs, vous voyez, quand je mets ma souris dessus, j'ai le nom de l'outil qui apparaît, sélectionner et transformer les objets, que je peux appeler avec la commande F1. Et j'ai ici en haut la barre de contrôle de cet outil. Vous allez voir, si je sélectionne ce deuxième outil, la barre ici va changer. Je fais donc un clic gauche sur ma souris pour sélectionner cet autre outil et je vois que la barre de contrôle de l'outil est spécifique à cet outil. Elle a changé par rapport au premier outil. Si je clique sur ce troisième outil, ici la barre de contrôle change à nouveau. Alors je reviens là sur ce premier outil sélection.
D'autre part, il y a en bas ici d'Inkscape, vous voyez tout un tas de couleurs. Ce sont les couleurs que je peux sélectionner pour les attribuer aux objets que je vais dessiner. J'ai également ici une croix sur fond, une croix rouge sur fond blanc qui me permet de ne donner aucune couleur. Vous voyez là encore, on voit le renseignement apparaître quand on laisse la souris sur l'élément. J'ai plus de couleurs disponibles. Vous voyez, si je laisse là ma souris sur les couleurs, j'ai un curseur qui apparaît avec 2 flèches. Je fais un clic, alors je laisserai apparaître, je vais faire un clic gauche de ma souris que je maintiens. En même temps, je déplace ma souris et je circule ici sur la palette des couleurs. Donc voilà, j'ai un certain nombre de couleurs qui sont ici disponibles. Je reviens ici au début et je lâche le clic. En dessous, j'ai encore d'autres informations qui apparaissent concernant les objets, fond, contour de l'objet, le haut pour l'opacité, le calque dans lequel se trouve l'objet avec ici des caractéristiques d'aperçu ou de masquage en fait du calque, ici le verrouillage du calque. Ici, j'ai des informations aussi qui apparaissent et je retrouve ici un curseur, pardon, les coordonnées donc des points et puis ici une petite fenêtre qui me renseigne sur le degré de zoom. Là, je suis à 61% de zoom. Je peux faire varier. Voilà, en appuyant ici sur ces fenêtres, je vais zoomer plus ou moins ici sur ma page. Alors justement, ce qui apparaît ici dans la zone de dessin en fait d'Inkscape, c'est une page dans laquelle je vais pouvoir dessiner. Je peux aussi dessiner au-delà de cette page qui apparaît, ce qui n'est pas un problème puisqu'après je vais pouvoir ajuster la page à ce que j'aurai justement dessiné. Donc là, concernant cette page, je peux donc zoomer, dézoomer en utilisant cette petite fenêtre, mais je peux aussi le faire en faisant bouger la molette de ma souris tout en appuyant sur la touche CTRL. C'est la commande classique du zoom qu'on a dans la plupart des logiciels. Je peux également circuler sur ma page en faisant rouler ma molette. Donc dans ce cas-là, je circule verticalement sur ma page. Je peux aussi le faire avec le curseur qui apparaît ici. Et je peux aussi circuler horizontalement sur ma page. Pour ça, j'appuie sur la touche majuscule et à nouveau, je fais rouler ma molette de souris. Voilà, je vais revenir là. Je vais recentrer ma page. Je peux aussi, pour circuler horizontalement, cliquer ici sur ce curseur. Voilà donc pour les éléments concernant la fenêtre d'Inkscape. Poursuivons cette prise en main d'Inkscape avec l'exploration des commandes de base que nous allons réaliser à travers un outil qui est l'outil rectangle. Nous allons aborder la question des caractéristiques de cet outil rectangle, la question du fond de cet outil, la question du contour et du style de contour. Alors, je commence par sélectionner l'outil rectangle. Pour ça, j'amène ma souris sur l'outil rectangle et je vais faire un clic gauche avec ma souris. L'outil est sélectionné, je le vois d'ailleurs quand mon curseur est là sur la page, il présente un petit rectangle associé à la croix. Pour tracer mon rectangle, je fais un clic gauche avec ma souris que je maintiens et je déplace ma souris. Si j'estime que là mon rectangle me convient, je lâche le clic gauche que jusqu'à maintenant je maintenais enfoncé. Ça y est, mon rectangle est ici tracé. Si je veux le supprimer, il me suffit d'appuyer sur la touche Supr du clavier et puis voilà, je peux retracer un autre rectangle qui me convient mieux, par exemple celui-ci. Alors, une fois que cet outil, que ce rectangle est tracé, je vois que dans la barre de contrôle de l'outil rectangle, j'ai des informations. J'ai ici les informations sur les dimensions du rectangle. Ce qui s'appelle la largeur du rectangle, en fait, c'est le côté qui est en position horizontale du rectangle, c'est celui-ci. Ici, la hauteur, c'est le côté qui est en position verticale de ce rectangle. Ensuite, ici, j'ai des informations concernant les angles de mon rectangle. Là, les angles sont pointus. Si ici, je donne des valeurs, par exemple, si je mets 50, voilà, j'arrondis ici les angles. Je vais revenir ici à 0, c'est la même chose ici. Je vais arrondir aussi les angles. Là, je mets une autre valeur, j'ai cet aspect pour les angles de mon rectangle. Si je veux revenir à des angles pointus, je clique ici sur ce bouton. J'ai à nouveau des angles qui sont pointus. Alors ensuite, sur la partie droite ici de cette barre de contrôle, j'ai des informations sur mon rectangle. Il n'y a pas de fond ici à ce rectangle, hein, aucun fond. Le contour est noir et son épaisseur est de 1. Alors 1, c'est une valeur qui est donnée en pixels. Voilà, c'est l'épaisseur de contour, c'est 1 pixel. Ces informations-là, je vais les retrouver ici en bas
donc sur la fenêtre du bas. Le fond, c'est toujours la même chose, il n'y en a pas de remplissage. Ici, le contour est noir. Ici, j'ai l'épaisseur. Cette fois-ci, elle est donnée en millimètres. Je retrouve ici une information concernant l'opacité du rectangle, le calque dans lequel il se trouve. Enfin, je vais aussi retrouver ces informations dans cette boîte de dialogue, la boîte de dialogue fond et contour. Ici, j'ai l'onglet fond, il m'est indiqué qu'il n'y a pas de remplissage. Ici, j'ai l'onglet contour, si je clique dessus, il m'est indiqué que c'est un aplat, ça correspond à cette icône ici. Les autres icônes qu'on peut sélectionner correspondent à des dégradés qu'on va pouvoir appliquer. Et puis ici, troisième onglet, c'est le style du contour. Je retrouve d'ailleurs l'épaisseur du contour en millimètres. Et puis j'ai tout un tas de caractéristiques, par exemple l'aspect du trait qui est là un trait plein, mais qui peut être un pointillé si on le souhaite. Donc on verra ça ensuite. Alors je vais commencer là par choisir donc une couleur de remplissage à mon rectangle. Donc je vais par exemple choisir de colorier en jaune mon rectangle. Je vais cliquer ici avec un clic gauche sur le jaune. Et ça y est, donc j'ai un fond jaune. Si je veux une autre couleur, je clique sur une autre couleur, par exemple ici du orange. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on a donc ce curseur qui apparaît en dessous des couleurs. Si je fais un clic gauche que je maintiens dessus, je le déplace et je peux, alors je vais le déplacer encore un peu plus loin, voilà, je le rattrape et je le fais déplacer. Je peux par exemple colorier avec ce violet là le rectangle. Je vais revenir au début. On note aussi à chaque fois qu'on est sur une couleur, il y a un code, voire le nom et puis un code couleur qui apparaît, c'est le code HTML de la couleur. Donc ici j'ai un remplissage, si je n'en veux plus, je clique ici sur aucune couleur, là aucune couleur de remplissage et je n'ai plus de remplissage. Alors je vais remettre une couleur, voilà, on va mettre par exemple du vert et on voit ici que dans la boîte de dialogue fond et contour, l'onglet fond, donc je sais que c'est un aplat, j'ai tout un tas de caractéristiques là concernant cette couleur et là donc l'aplat c'est cette icône là. Je peux aussi changer et opter pour un dégradé. Si je clique ici, j'ai voilà ce dégradé qui va apparaître. Là j'ai un autre type de dégradé, encore une autre allure et ainsi de suite. Je vais me remettre sur ce dégradé là. Et juste souligner une chose, c'est qu'en fait on peut modifier le dégradé. Ici il y a deux petits boutons de petites formes en fait différentes, un petit cercle et puis un petit carré. En fait je peux modifier donc le point de départ de mon dégradé avec le petit cercle. Si je veux que le dégradé parte que du milieu du rectangle, je vais amener ici le cercle au milieu du rectangle. Je vais le remettre là au bord, voire je peux même aller au-delà, ça change là le dégradé, bon je vais le remettre à peu près par ici. Si maintenant je fais bouger non plus le petit cercle mais le petit carré, alors à chaque fois pour les saisir, je maintiens un clic gauche sur la petite forme en question, donc là sur le petit carré, et je peux modifier ici le dégradé. Je peux, voilà, donc changer en fait ce dégradé comme je le souhaite. Alors du reste, je vais en profiter pour une remarque concernant le magnétisme, parce que là vous voyez en fait si je me rapproche ici de l'angle du rectangle, j'ai un magnétisme ici qui me ramène en fait ce petit carré sur le côté du rectangle. C'est ce que j'évoquais, le magnétisme c'est l'attraction finalement. Si je désélectionne ici le magnétisme en appuyant sur ce bouton, à ce moment là, même si je suis proche de l'angle du rectangle, eh bien le logiciel ne va pas me proposer de mettre les deux petits carrés l'un sur l'autre. Voilà, donc je peux activer ou désactiver ce magnétisme. Alors d'autre part, donc là si je reviens sur un fond, je vais voilà, supprimer le tout, on va repartir sur un rectangle. Voilà, avec pas de fond, je vais remettre un fond, voilà, par exemple de cette couleur. Et si je veux faire un dégradé, je peux aussi sélectionner ici l'outil dégradé. Donc je peux de cette manière tracer un trait, et puis on retrouve là, les mêmes outils. Je peux du coup faire varier ce dégradé que j'applique à ce rectangle de la même manière que précédemment. Voilà, donc je vais supprimer ici le tout. Je vais reprendre mon outil rectangle et on va dire un mot sur le contour. Là, le contour est noir. Je peux en changer la couleur. Pour ça,
Il faut que je clique ici sur une des couleurs, mais vous voyez, en fait, pour cliquer, enfin pour avoir la couleur de contour, c'est indiqué quand je passe la couleur là juste en dessous de mon curseur, dans ce qui va apparaître, c'est marqué Maj clic pour définir le contour. Donc ça veut dire que si je veux changer la couleur du contour, avant de cliquer sur une couleur, il faut que j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Là, par exemple, je vais mettre un contour violet. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux la couleur de contour changer. Donc, j'appuie sur majuscule et là, je vais cliquer sur un contour orange, par exemple. De la même manière, si je veux pas de contour, je vais cliquer sur la croix. Alors là, ça va faire que mon rectangle va disparaître puisqu'il n'a pas de remplissage. Je vais lui mettre un remplissage, par exemple ici jaune, et je vais supprimer maintenant le contour en appuyant ici sur la croix. Donc j'appuie sur Maj et je clique sur la croix. Là, j'ai plus de contour, j'ai juste le remplissage. Je vais reprendre un contour, voilà, orange comme initialement. Et on va dire un mot sur cet onglet. Alors oui, le contour, je retrouve pareil tout un tas de caractéristiques ici. Je peux aussi choisir pour un dégradé de contour. Et concernant le style de contour, là j'ai l'épaisseur du contour. Alors je peux changer l'épaisseur, je peux mettre une épaisseur par exemple à 2 mm. Du coup, voilà, je vais dézoomer, on va voir un peu mieux là l'ensemble. Je vais même éventuellement l'épaissir à 4, comme ça on va encore plus le voir. Et je peux changer l'aspect du contour. Là je suis sur un trait continu, mais je peux très bien mettre un pointillé par exemple, ou je peux mettre ici un pointillé un petit peu plus petit. Donc j'ai tout un ensemble de choix qui sont possibles. Je peux aussi, alors je vais remettre un trait plein. Et je peux aussi choisir la façon dont les raccords vont se faire. Ici, je fais un raccord biseauté, ici un raccord arrondi. Ici, je reviens sur un raccord qui est pointu. Alors, il y a aussi cette autre commande qui est intéressante qui concerne les extrémités des segments. Bon, là, en l'occurrence, ce que j'ai tracé, c'est un rectangle, c'est pas un segment. Je vais rapidement tracer un segment. Et on va juste voir en fait ce que ça donne ici, ces marqueurs. Vous voyez là, j'ai un segment qui se termine par rien de particulier et je peux le faire se terminer par des flèches. Donc pareil, je peux mettre une flèche à l'autre extrémité pour qu'on ait une flèche ici dans le même sens par exemple. Voilà donc un petit peu comment fonctionne donc cet outil rectangle. Pour l'instant, on s'est contenté simplement d'en modifier la couleur. On va voir qu'on peut faire d'autres modifications. Pour ça, eh bien, on va s'intéresser au point suivant, à la question de la sélection des objets. On va continuer en fait à travailler sur ce rectangle avec cette question de la sélection des objets. Continuons donc cette prise en main d'Inkscape avec la question de la sélection et désélection des objets et la question de la modification des objets. J'ai donc là ces deux objets qui sont présents sur Inkscape et je vais donc sélectionner un objet. Donc là, j'ai aucun objet sélectionné. Donc si je veux sélectionner un objet, il faut que je clique sur cet outil qui est l'outil de sélection des objets, qui s'appelle sélectionner et transformer des objets, que je peux aussi appeler en appuyant sur le raccourci F1. Information qui m'est donnée, vous voyez, tant que je laisse la souris placée sur cet outil en question. Donc j'ai choisi cet outil via un clic gauche de ma souris et je peux sélectionner un objet. Par exemple, je vais cliquer là sur cet objet avec ces deux flèches et ça y est, l'objet est sélectionné. Si je veux le désélectionner, il faut que je clique dans une zone vide de ma page. Donc par exemple ici, je refais un clic et je désélectionne l'objet. Je resélectionne l'objet, je fais un clic gauche sur l'objet. Si je veux le désélectionner autrement, je peux aussi appuyer sur la touche échappe de mon clavier. Et ça y est, l'objet est désélectionné. Alors je vais sélectionner cet objet et je vais le supprimer. J'appuie sur la touche Supr de mon clavier. Donc maintenant, je vais sélectionner mon rectangle. Donc voici mon rectangle sélectionné. Alors quand on sélectionne un objet, on l'a vu, je ne l'ai pas dit, mais c'était déjà visible avec l'autre objet. En fait, on a un cadre comme ça qui se définit avec des doubles flèches aux angles et puis au milieu de chaque côté. Là, finalement, j'ai sélectionné mon rectangle, il est sélectionné en tant qu'objet. Il n'est pas vraiment sélectionné en tant que rectangle, c'est-à-dire que j'ai plus accès aux commandes de l'outil rectangle. Donc, si je veux y avoir accès de nouveau, c'est-à-dire plus avoir ici ces doubles flèches, mais retrouver, je vais retracer ici un rectangle
Et on va retrouver ici ce qu'on observe, hein, quand on trace le rectangle, c'est pas des doubles flèches que j'ai aux angles et puis sur les côtés, j'ai des petites formes ici, petit carré et un petit rond, et puis j'ai l'outil le panneau de contrôle de ce rectangle. Donc là, en fait, si je veux sélectionner mon rectangle, je le sélectionne comme ceci, mais il n'est pas sélectionné en tant que rectangle. Si je veux voir réapparaître les éléments qui considèrent l'objet comme un rectangle, bah, je peux, à ce moment-là, une fois que l'objet est sélectionné, que le rectangle est sélectionné, je clique sur l'onglet l'outil rectangle, et je retrouve ici mon objet qui est sélectionné vraiment en tant que rectangle. Je peux à nouveau modifier ici les côtés. Alors je reprends l'outil sélection, d'ailleurs si je rappuie ici sur l'outil sélection, je reprends mon rectangle qui est sélectionné en tant qu'objet. Alors je le quitte. Pour sélectionner mon rectangle en tant que rectangle et pas en tant qu'objet, je peux cliquer 2 fois sur la forme. À ce moment-là, je retrouve ici les éléments qui me disent que le rectangle est sélectionné comme rectangle, puisque j'ai les petits carrés et petits ronds, et surtout je retrouve ici la barre de contrôle du rectangle. Donc c'est une autre façon de le retrouver. Alors je vais repartir sur la sélection. Là mon rectangle est sélectionné comme objet simple avec les doubles flèches. Je vais le désélectionner. Après je peux aussi le sélectionner en tant que rectangle. Si je prends l'outil rectangle et si je me mets sur mon rectangle, alors il faut bien viser, mais voilà, si je suis dessus, je resélectionne du coup ce rectangle. Alors je vais donc le sélectionner avec l'outil sélection, là en cliquant sur l'outil sélection, ça y est, mon rectangle est sélectionné comme objet et pas simplement comme rectangle, et je vois donc ces fameuses doubles flèches. Alors ces doubles flèches, si je les attrape et si je les déplace, eh bien je vais faire varier la taille de mon rectangle. Je vais cliquer par exemple sur cette double flèche, donc je maintiens un clic gauche de la souris et je fais varier ici la taille de mon rectangle. Alors on voit une chose, vous allez noter ici que l'épaisseur en fait du contour change en même temps que je change la forme de mon rectangle. Elle va s'épaissir quand je le fais grandir, elle s'affine quand le rectangle diminue, hein, ça varie en fait proportionnellement. D'autre part, là, donc mon rectangle est sélectionné, je peux en changer la taille. Si je reclique encore une fois dessus, je vois que les flèches ici changent d'aspect. Et je vais pouvoir faire varier donc l'orientation de mon rectangle. Donc pour ça, eh bien, je vais saisir une des flèches qui se trouve aux angles et je maintiens un clic gauche dessus, je peux comme ça faire tourner mon rectangle. Alors vous voyez, mon rectangle tourne par rapport à un point central, ça m'est indiqué ici par cette flèche. Donc je vais me remettre voilà, dans la position de départ, ici mon rectangle à peu près aligné. Donc là je reprends, si je clique gauche sur cette flèche un peu incurvée, je change l'orientation de mon rectangle qui tourne par rapport à la petite croix centrale. Cette croix centrale, je peux, en faisant un clic gauche, vous voyez, à partir du moment où mon curseur est dessus, elle change de couleur, elle est rouge, je fais mon clic gauche et je peux la déplacer. Si je la mets ici, et si je reprends ici cette double flèche, vous voyez maintenant, mon rectangle tourne par rapport à un point qui est signifié par la petite croix qui se trouve donc maintenant à cette extrémité. Donc, ça, les flèches donc aux angles permettent de changer l'orientation du rectangle. Si je saisis ici une des doubles flèches qui se trouve au milieu des côtés, eh bien je vais changer mon rectangle, je vais le transformer en parallélogramme, comme on le voit donc ici. Alors je vais revenir sur mon rectangle un peu de base, je vais remettre les éléments à peu près tels qu'ils étaient, et je vais maintenant donc resélectionner mon rectangle avec l'outil rectangle. Donc je peux le faire de différentes façons. On a dit je peux cliquer 2 fois sur le rectangle assez rapidement. Si je reprends d'ailleurs l'outil sélection, si je clique une première fois, puis ensuite une deuxième en attendant un peu plus longtemps, là je change l'aspect des flèches. Mais si j'ai mon outil sélection ici et que je fais un double clic en fait, je sélectionne mon rectangle en tant que rectangle. Quand le rectangle est sélectionné en tant que rectangle, je peux aussi en changer les dimensions. C'est le cas si je me mets ici sur ce carré, je fais un clic gauche et je change les dimensions de mon rectangle. Mais contrairement à tout à l'heure, on voit ici que l'épaisseur du trait ne change pas. Donc selon ce que je souhaite faire, ça peut être des fois plus intéressant de changer la taille du rectangle en question en le sélectionnant en tant que rectangle ou en le sélectionnant en tant qu'objet classique avec l'outil de sélection, c'est-à-dire cette flèche ici. D'autre part, quand j'ai mon rectangle qui est sélectionné en tant que rectangle, donc voilà, quand je sélectionne ici les petits carrés
je change la taille de mon rectangle sans changer l'épaisseur du contour. Et j'ai ici un petit rond. Qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne ce petit rond? Eh bien, je peux changer l'aspect des angles de mon rectangle. C'est ce qu'on avait déjà observé avec ce menu rectangle qui apparaît ici en haut, donc quand le rectangle est sélectionné. Voilà, je vais remettre des angles droits ici à mon rectangle. Et donc là, je vais vous donner un peu les principales caractéristiques pour ce rectangle. On va voir que c'est un peu les mêmes caractéristiques pour un certain nombre d'outils, notamment le cercle ici, les étoiles et le polygone, et également les spirales. Donc c'est ce qu'on va explorer à présent. Poursuivons donc cette prise en main d'Inkscape avec la question des cercles pour commencer. J'en profiterai pour faire une remarque sur les préférences qui est valable pas que pour l'outil cercle mais pour l'ensemble des outils. Ensuite, nous dirons un mot sur l'outil polygone et étoile, puis l'outil spirale, les outils de tracé, l'outil de pulvérisation et nous verrons ce que l'on peut faire avec la boîte de dialogue, aligner et distribuer sous-entendu les objets. Donc nous reprenons notre fenêtre Inkscape et je vais commencer par faire un cercle puisque c'est l'outil là qui nous intéresse en premier lieu. Donc voilà, je sélectionne, donc peut-être déjà je vais dézoomer un petit peu sur ma page. Je sélectionne l'outil cercle et vous voyez quand je l'ai sélectionné en faisant un clic gauche là sur ma souris, quand j'amène le curseur sur ma page, je vois que mon curseur est associé à un petit cercle. D'ailleurs, j'ai des informations sur les caractéristiques de ce cercle. Ce cercle que je vais tracer va avoir un contour orange et un fond jaune, comme ce rectangle que j'ai tracé juste avant. Donc je vais le faire. Voici donc ce cercle, qui peut être un ovale. Si je veux que ce soit un cercle, il faut que je maintienne la touche contrôle enfoncée. C'est d'ailleurs une chose que je n'ai pas évoquée, mais c'est la même chose pour un rectangle. Si je veux faire un carré, je maintiens la touche contrôle enfoncée. Donc voilà, je viens de tracer un cercle. Et ce cercle a les mêmes caractéristiques que ce rectangle. Ça, c'est quelque chose que je peux choisir ou pas. C'est-à-dire que là, dans les préférences concernant l'outil cercle, eh bien, j'ai en quelque sorte choisi que le cercle soit tracé avec les mêmes caractéristiques que celles qui m'ont servi à tracer le dernier objet, en l'occurrence là, le rectangle. Si je veux changer ça, je peux cliquer ici sur les caractéristiques du cercle. Alors déjà, on voit ici qu'on a la barre de contrôle de l'outil cercle. On a ici des informations concernant les rayons donc du cercle ou de l'ellipse. Ici, donc, on a encore d'autres caractéristiques sur lesquelles on reviendra après, mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, ce sont ces éléments-là. Si je clique ici voilà, sur ces éléments, je vois la fenêtre préférence s'afficher. Et je vois que là, pour la forme ellipse, eh bien, le style qui va être retenu pour dessiner une nouvelle ellipse, je dis cercle, mais c'est en fait une ellipse puisqu'on peut en modifier les deux rayons, eh bien, je peux utiliser le dernier style utilisé. Ou bien, je peux choisir d'utiliser le style propre à l'outil. En quel cas, j'aurai un fond rouge et un contour qui sera indéfini. Ou bien, je peux faire une capture depuis la sélection. Pour ça, je dessine donc une ellipse. Je lui donne un contour et un fond tel que je l'envisage. Et je fais capturer depuis la sélection. Et j'aurai ces caractéristiques-là de fond et de contour. Donc là, je vais rester sur le dernier style utilisé. Si on regarde par contre pour le rectangle, pour le rectangle, j'ai choisi un style propre à l'outil que j'ai capturé depuis une sélection. Je souhaite avoir pas de fond, un contour noir avec une épaisseur de 1 pixel. Mais voilà, pour l'ellipse, c'est pas défini. Enfin, c'est le dernier style utilisé. Pareil pour l'étoile. Et par contre, pour la spirale, voilà, c'est le style qui est propre à l'outil, donc le style un peu par défaut du logiciel. Donc je ferme ici cette boîte. C'est important de l'avoir en tête parce que les modifications qu'on va appliquer au cercle, on peut après les retrouver et parfois s'en étonner quand on ne connaît pas ce principe. Donc là, voici ce cercle qui est tracé. Donc je peux changer sa couleur de remplissage, par exemple le mettre en vert avec un contour que je vais mettre par exemple en violet. J'appuie sur Maj et je sélectionne donc le contour. Et là, vous voyez, quand je vais tracer un nouveau cercle, eh bien justement, il va prendre ces dernières caractéristiques, donc fond vert et puis contour en violet. Alors ce cercle, je peux le transformer. Si on regarde justement là ces différents outils, je peux lui donner donc un aspect particulier. Ça va être aussi ce que je peux faire avec les petites formes qui apparaissent ici. Là, alors comme pour le rectangle tout à l'heure, les petits carrés qui apparaissent ici me permettent de changer la taille de mon ellipse.
je conserve dans ce cas-là l'épaisseur de contour. Pareil, ici, je vais conserver l'épaisseur de contour. Ensuite, si je sélectionne ici ce petit rond, eh bien, je vais changer l'allure de mon ellipse. Là, vous voyez, je l'ai transformé en camembert. C'est ce qu'on voit ici. J'ai choisi la forme camembert. Après, je peux juste couper une partie du cercle. À ce moment-là, avoir un arc qui va se constituer ici. Je peux revenir au camembert et puis je peux revenir à la forme pleine. Alors, si justement, je redessine... Donc c'est plus simple de le faire comme ça, sinon il faut directement rentrer les valeurs. Si je dessine un camembert, bah, ça veut dire qu'après, voilà, je vais redessiner encore un camembert. Donc, puisqu'on garde en mémoire les dernières caractéristiques donc, utilisées pour dessiner l'objet. Voilà, donc c'est quelques informations concernant donc ce cercle. Je vais en profiter aussi pour une petite remarque que j'avais pas tellement évoquée avec le rectangle concernant l'opacité. Là j'ai une opacité de 100% pour ce cercle-là, donc ce camembert plus exactement. Il est sur un autre. Je peux changer l'opacité. Vous voyez là, si je le rends moins opaque, eh bien je retrouve le cercle qui se trouve en dessous. C'est un outil sur lequel on reviendra. Donc on peut comme ça faire varier l'opacité. Alors par contre, pareil, après, si je reprends mon outil cercle, vous voyez, il me retrace un camembert avec l'opacité qui est changée. Donc là, je vais la remonter à 100%. Je vais mettre une ellipse pleine. Comme ça, je vais retracer à chaque fois des ellipses pleines. Alors pour l'outil polygone étoile, donc il se trouve ici. Donc je le sélectionne par un clic gauche et puis de la même façon, eh bien, je peux dessiner donc ici une étoile que je vais déplacer. Je peux la déplacer ici. Alors pardon, en prenant cet outil de sélection, je vais par exemple voilà, la mettre ici. On a toujours les mêmes caractéristiques d'objet, je peux la tourner et ainsi de suite. Et puis donc si je reprends donc l'étoile, donc pour là elle est sélectionnée avec l'outil sélection. Je veux qu'elle soit sélectionnée en tant pas qu'objet mais en tant qu'étoile. Je reclique sur l'outil étoile, elle est de nouveau sélectionnée et j'ai ici la barre de contrôle de l'étoile. Alors je peux changer le nombre de sommets de l'étoile. Voilà, j'en ajoute plus ou moins. Et puis je peux transformer mon étoile en polygone. Je clique ici sur la forme polygone. Pareil, je peux changer les sommets, le nombre de sommets comme je le souhaite. On peut changer bien sûr la couleur, l'opacité et ainsi de suite. Ensuite, j'ai ici l'outil spirale. Donc je ne m'étends pas plus, c'est toujours les mêmes principes de base. Alors l'outil spirale, eh bien, pour le sélectionner, toujours la même chose. Je fais un clic gauche. Ensuite, je me mets sur ma page. Je clique à gauche, je maintiens le clic pour dessiner la spirale et quand je lâche le clic, ça y est, ma spirale est dessinée. J'ai ici les caractéristiques de cette spirale, donc je peux modifier par exemple le trait de contour. Je vais l'augmenter, mettons à 1, je vais augmenter le nombre de tours de spire comme je l'ai fait ici. Je vais la déplacer, pour ça je prends l'outil sélection, ensuite je fais un clic gauche maintenu sur l'objet et je déplace donc mon objet. Je resélectionne cette spirale non plus en tant qu'objet comme elle est sélectionnée ici, mais donc je clique du coup sur la spirale elle-même et voilà, j'ai de nouveau cette spirale qui est sélectionnée. Bon, ce sont toujours là aussi les mêmes caractéristiques. Alors je vais faire un petit peu de ménage là-dedans. Je vais supprimer là toutes les formes. Donc pour sélectionner le tout, en fait j'ai pris l'outil sélection, je fais un clic gauche dans une zone vide et puis je déplace ma souris tout en maintenant le clic gauche de façon, avec le carré que je suis en train de tracer, de façon à englober toutes les formes. Ensuite je lâche mon clic gauche et je vois que toutes les formes sont sélectionnées. J'appuie sur Supr et ça y est, ma page est vide. Et je vais pouvoir dire un mot sur un autre outil qui est l'outil crayon que j'utilise parfois, alors qui peut être utilisé de façon encore mieux quand on a une bonne tablette graphique. Moi c'est pas mon cas puisque je ne suis pas graphiste, donc j'utilise ma souris, mais ça permet déjà de faire des petits dessins. Voilà, si je veux dessiner ici une espèce de boucle comme ceci, bah voilà, je fais mon dessin avec la souris. Alors par contre le problème, vous voyez, c'est que évidemment c'est assez tremblotant, donc c'est pas extraordinaire comme tracé, mais bon, c'est pas grave. En fait je peux modifier ce tracé pour le lisser un petit peu, hein, pour qu'il soit un petit peu moins tremblé justement. Alors pour ça je peux aller dans chemin
et je vais cliquer sur simplifier, ou je peux utiliser le raccourci CTRL-L. Alors je vais plutôt utiliser le raccourci CTRL-L, comme ça on va voir les modifications qui vont se faire. Donc j'appuie sur CTRL-L une première fois, une deuxième, et puis vous voyez, j'ai effectivement mon tracé qui se simplifie, et du coup là, qui n'est plus tremblotant. Donc voilà, j'appuie sur échappe pour quitter le tracé, et j'ai un tracé qui a un petit peu plus d'allure ici. Alors, autre outil, c'est cet outil-là qui permet de faire un tracé qui a différents aspects. Voilà, je vais faire un tracé. Alors là, j'ai gardé en caractéristiques les caractéristiques de mon cercle précédent. Donc, vous voyez, j'ai différents tracés là que je peux choisir. Un tracé de type calame, hein, c'est un roseau taillé, un marqueur, une brosse, un pinceau fou, et ainsi de suite. Voilà, si je suis sur le marqueur, ça me donne donc le tracé suivant. J'ai les caractéristiques de mon cercle de tout à l'heure, avec un remplissage vert et un contour violet, mais que je peux également transformer autant que je le souhaite. Alors, dernière chose aussi avant d'en venir à la question de l'alignement et de la distribution des objets, je voulais dire un mot sur cet outil qui est représenté ici par une bombe de peinture, qui est en fait un outil de pulvérisation des objets. Je ne vais pas dire grand chose sur cet objet qui a différentes caractéristiques qu'on voit ici, juste montrer un petit peu ce qui se passe. C'est que là, finalement, je pulvérise mon objet. En fait, ça réalise tout un tas de copies de cet objet. Après, je peux faire tout un tas de réglages ici dans ce panneau de contrôle. Alors, je vais faire place nette. Donc, à nouveau, je peux sélectionner tous les objets en traçant donc un rectangle avec un clic gauche maintenu autour de l'ensemble des formes. Après, donc là tout est sélectionné. Après, je peux aussi sélectionner le tout en faisant CTRL A et je fais supprime et ça y est, tout est désélectionné. Alors, je vais tracer tout un tas de formes, un rectangle, un cercle, ici donc un polygone par exemple. Là je veux le déplacer, donc au lieu de prendre directement l'outil F1, l'outil sélection avec un clic gauche de la souris, je peux directement appuyer sur F1, c'est plus rapide, et je déplace ici cet objet. Je vais lui donner d'autres caractéristiques. Voilà, on va reprendre ce qu'on avait tout à l'heure pour notre rectangle. Et voilà, j'ai ces trois objets. Je peux même ici donner une autre couleur à mon rectangle. Voilà, par exemple, de cette façon, je vais augmenter également le contour pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et donc ces différents objets, si je veux les aligner et puis les distribuer de façon régulière dans l'espace, j'ai cet outil aligner et distribuer. Donc voilà, je clique dessus, ou je peux l'appeler comme on l'a dit initialement avec la commande Maj CTRL A, et j'observe ici différentes commandes. Donc si je veux aligner toutes mes formes et les répartir sur un axe vertical, je peux les sélectionner. Alors, je sélectionne la première forme. Si je veux sélectionner une deuxième forme, j'appuie sur Maj et puis je clique là sur mon rectangle. Je reste appuyé sur Maj et je clique sur la troisième forme. Je peux aussi directement faire CTRL A puisque j'ai que 3 formes et je veux toutes les sélectionner. Ou là encore, je peux faire un clic gauche quelque part dans le vide et dessiner ce rectangle qui va englober les 3 formes là qui m'intéressent. Donc une fois que les objets sont sélectionnés, je peux les aligner. Si je veux les aligner sur le milieu, je vais prendre ici cette commande. Donc les voici alignés sur le milieu. Si je veux les aligner sur le côté, je le fais donc côté gauche ici, côté droit ici, comme ceci. Vous voyez, j'ai différentes possibilités. Je vais les remettre alignés sur le centre. Et pareil, je peux les répartir, donc les distribuer verticalement, horizontalement. Là, en fait, je veux qu'ils soient tous espacés de la même distance. Donc voilà, je vais cliquer ici sur cette commande. Et voilà, mes objets donc sont répartis de la façon dont je le souhaitais. Nous avons donc fini avec ce point et nous allons pouvoir nous intéresser à un outil qui est celui-ci qui s'appelle les courbes de Bézier. Continuons donc cette prise en main d'Inkscape avec un outil que j'utilise tout le temps qui correspond à ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Nous évoquerons aussi la question des chemins et la notion de vectorisation. Donc on retrouve ici notre environnement Inkscape. Alors je vais commencer par supprimer là, toutes ces formes qui nous ont servi jusqu'ici. Et nous allons sélectionner cet outil qui est l'outil qui se nomme tracer des courbes de Bézier et des segments de droite qu'on peut appeler par la commande Maj F6. Donc je sélectionne cet outil.
Voilà, j'ai une petite plume qui est indiquée à côté de mon curseur et je peux, avec cet outil, tracer un simple segment par exemple. Pour ça, je commence en faisant un clic gauche sur ma souris. Ensuite, vous voyez, si j'éloigne ma souris de ce clic gauche, je vois qu'il y a un trait qui se constitue et je peux voilà, tracer un segment en cliquant ici sur un autre point. Donc voilà, là j'ai mon segment, alors je vois qu'il y a encore un trait. Si je veux arrêter ici le segment, je vais appuyer sur Entrée et ça y est, j'ai ici un segment qui est tracé. Alors je vais le sélectionner, j'appuie sur l'outil de sélection, voilà, il est ainsi sélectionné. Et je peux modifier donc la couleur de ce trait, et également son épaisseur, voilà, lui donner par exemple une épaisseur un peu plus importante, histoire qu'on puisse un peu mieux le voir. Une fois qu'il est sélectionné, voilà, je peux le déplacer. Alors avec cet outil donc des courbes de Bézier, je peux aussi par exemple faire un tracé zigzag. Donc je fais un premier clic gauche, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Je fais comme ça toute une série de clics pour dessiner ce zigzag, et quand j'estime que j'ai fini, j'appuie sur Entrée. Après, quand j'ai fini, une fois que j'ai fait comme ça mon tracé en zigzag, je peux aussi faire un double clic et ça arrête donc également mon tracé. Alors si je suis en train de dessiner, donc par exemple un zigzag comme ceci, et puis je fais un point, ah mince, je me suis trompée, mon point il est trop loin. Pour enlever juste ce point, je clique sur CTRL Z et voilà, je reviens au point précédent et là je peux remettre les points à l'endroit souhaité. Voilà, je fais mon double clic et j'ai fini ici mon tracé. Ensuite, si j'ai commencé un tracé, voilà, je commence ici, je fais un zigzag et puis voilà, je l'arrête et bon, alors là, j'appuie sur échappe pour quitter le tracé et je me dis mince, en fait, j'aurais bien aimé continuer ce tracé. Alors je prends l'outil sélection ici, je viens sélectionner mon tracé. Ensuite, je clique sur l'outil des courbes de Bézier et je vais me remettre ici sur ce point. Là, il apparaît, donc il est représenté par ce petit rectangle qui apparaît rouge. Je clique dessus et je continue de cette façon mon tracé en ajoutant tout un tas de points. Celui-là ne me plaît pas, je fais un CTRL Z, je reclique ailleurs. Et puis, je vais faire là un double clic et voilà, j'ai fini mon tracé. J'appuie sur échappe pour le quitter. Alors là j'ai fait donc j'ai dessiné un certain nombre de zigzags. Je peux aussi faire une forme fermée, hein, par exemple, voilà ici cette sorte de polygone qui est fermé, auquel je peux donner des couleurs, par exemple une couleur de remplissage, une couleur de contour, et je vais épaissir pareil son contour pour qu'on le voit un petit peu mieux ici. Et voilà, je vais pardon, là donc je vais le sélectionner ici et puis ensuite je vais cliquer ici sur l'outil sélection et je quitte donc cette forme. Il faut faire attention, là c'est ce qui vient de se passer en fait quand j'ai choisi donc l'épaisseur, j'ai mis 4 en épaisseur et ensuite j'ai appuyé sur échappe, je voulais quitter la forme et en fait finalement ça m'a fait revenir à l'épaisseur précédente. C'est pour ça que c'est souvent plus facile de repasser par la sélection des outils. Alors, ce tracé là que je viens de faire, ou n'importe lequel de ces zigzags, en fait, je vais pouvoir le modifier, le déformer autant que je le souhaite. En fait, ces différents tracés sont ce qu'on appelle des chemins. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ici dans Inkscape le menu chemin. Donc, je vais sélectionner un tracé, par exemple ici ce zigzag. Et en fait, je vais faire apparaître les différents points. Les points donc de mon chemin qui sont ce qu'on va appeler des nœuds. Pour ça, je vais aller sélectionner cet outil qui s'appelle « Éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin » que je peux appeler avec la commande F2 qui est très utile. En fait, l'outil sélection qu'on appelle avec F1 et l'outil d'édition des nœuds qu'on appelle avec F2, c'est vraiment des raccourcis à avoir en tête parce qu'on passe fréquemment de l'un à l'autre. Donc là, voilà, ce zigzag est sélectionné et je vais maintenant en éditer les nœuds. Donc je clique sur cet autre outil et là, vous voyez, mon chemin apparaît de cette manière en rouge avec les nœuds qui apparaissent ici par des petits losanges. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, par exemple, déplacer ces nœuds de façon individuelle. Ce nœud-là, je peux avoir envie de l'éloigner un petit peu, je vais le mettre là. Celui-ci, peut-être que j'ai envie de le mettre là. Celui-là, je vais le bouger par ici.
Donc voilà, je peux bouger un nœud individuellement. Je peux aussi en bouger plusieurs ensemble. Alors pour ça, je vais me mettre autour par exemple de ces deux nœuds, je vais tracer un rectangle autour de ces deux nœuds. Pour ça, je fais un clic gauche que je maintiens. Là, je suis toujours maintenu. Je dessine ce rectangle, j'ai sélectionné ces deux nœuds et je vais pouvoir donc en faisant un clic gauche sur l'un de ces deux nœuds, peu importe lequel, je peux déplacer du coup les deux nœuds en même temps. Par exemple, voilà, je vais les mettre par ici. Je clique là en dehors de la forme et je désélectionne ces deux nœuds. Alors, d'autre part, je peux aussi avoir envie d'ajouter un nœud. Par exemple, si je veux ajouter un nœud entre ces deux nœuds-là, il faut que je les sélectionne. Alors, de la même façon, je peux commencer avec un clic gauche dans une zone vide et puis je vais m'arranger pour sélectionner ces deux nœuds en faisant un rectangle, mais ça ne va pas être idéal parce que là, je vais en sélectionner d'autres. Donc, en fait, je vais sélectionner ce premier nœud et je vais appuyer sur la touche Maj pour sélectionner le deuxième nœud. Donc là, je les désélectionne en cliquant ici. Je vais refaire la sélection. Je clique sur ce premier nœud, un clic gauche. Ensuite, j'appuie sur la touche majuscule du clavier et je fais à nouveau un clic gauche sur ce deuxième nœud. J'ai donc sélectionné ces deux nœuds et je vais maintenant ajouter un nœud. Pour ça, je suis toujours là dans l'outil édition des nœuds et il y a un petit plus ici qui va me permettre d'ajouter un nœud, voilà, entre ces deux nœuds. Si je clique encore dessus, je vais ajouter des nœuds entre ces différents nœuds. Donc on va le faire pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, si je trouve que j'en ai ajouté de trop, je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière puisque je viens juste de les ajouter. Mais ce que je peux faire aussi, si je trouve que ce nœud-là il est en trop, je le sélectionne et puis j'appuie ici sur moins et ça y est, j'ai fait disparaître ce nœud. Je vais faire pareil ici, j'appuie sur moins et je fais disparaître ce nœud. Et voilà, j'ai donc cette forme qui a cette allure. Alors, je vais reprendre donc cet outil d'édition des nœuds. Vous voyez, je peux sélectionner directement cette forme. Et j'ai donc mon chemin qui est en rouge. Je peux aussi choisir de modifier mon chemin. Donc, je peux par exemple avoir envie de supprimer un trait qui relie deux nœuds. Par exemple, là, je vais sélectionner ces deux nœuds. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je clique gauche sur un premier nœud. Ensuite, j'appuie sur majuscule, je clique sur le deuxième nœud et j'ai envie de supprimer donc ce trait. Donc là, j'ai mes deux nœuds qui sont reliés par un segment et je veux qu'ils ne soient plus reliés. Je vais cliquer donc sur cette icône ici. Et je supprime donc le segment. Si je veux remettre le segment, je vais sélectionner là ces deux nœuds et je vais rajouter le segment en cliquant ici. Et voilà, je fais se rejoindre ici ces deux nœuds. Parfois aussi, je peux vouloir, si on regarde un petit peu là ces commandes ici, eh bien, on peut aussi faire de deux nœuds séparés, finalement un seul nœud, ou de briser finalement un chemin au nœud qui va être sélectionné. Donc vous voyez, il y a tout un tas de commandes qui existent ici. Alors, je vais poursuivre sur le chemin et puis les traits là, qui relient justement les nœuds, parce que on va voir que ce chemin là qui est relié donc par des traits qui sont des segments qui sont droits, on peut les incurver. Alors justement là mon tracé est sélectionné. Et je peux, en amenant mon curseur ici sur le trait, vous voyez là j'ai une petite main qui apparaît, je fais un clic gauche que je maintiens et je peux modifier l'allure de ce trait qui était un segment qui était droit et que j'incurve de cette façon. Je peux faire pareil ici, je vais l'attraper. Et voilà, je dessine un segment, j'incurve le segment, pareil, par exemple, ici. Donc on peut comme ça incurver autant qu'on le souhaite, donc ces segments. Alors si je me remets sur un nœud, vous voyez maintenant il y a des espèces de petites barres, des petites poignées en fait, qui apparaissent au niveau des nœuds. Et bien si je saisis ici les extrémités de ces poignées, qui sont représentées par des petits cercles, je change la manière dont les nœuds sont incurvés. Là, je change ici de ce côté, pareil de ce côté, voilà, et ainsi de suite. Alors là, je l'ai mal sélectionné, donc je le reprends ici, et voilà, je peux sélectionner ici la façon dont il est incurvé. Alors là, ce qu'on voit, c'est que en fait, ce nœud, enfin ce qu'on voit, ce que je vais expliquer, c'est que ce nœud, en fait, c'est un nœud qui est dur. C'est ça, un nœud dur. Voilà, si je reclique dessus, voilà, le nœud est dur. Et alors, voilà, je vais pouvoir, donc en bougeant le chemin, donc
faire apparaître ici à nouveau les petites barres, les petites poignées de ce nœud, et je modifie indépendamment ici l'incurvation. Si le nœud est doux, voilà, c'est le cas ici, et bien en fait, le fait de saisir une poignée, ça va automatiquement faire bouger la deuxième. Donc voilà, ça peut être casse-pied, du coup je vais rendre à nouveau le nœud dur, et à ce moment-là, je peux bouger les poignées indépendamment l'une de l'autre, comme ceci. Voilà, donc la question des nœuds durs et nœuds doux pardon, est importante, puisque ça permet donc de les bouger de façon soit indépendante, soit indépendante, enfin d'incurver les chemins de façon indépendante, ou bien de les incurver ensemble. Alors il y a tout un tas d'icônes aussi qui existent. On peut rendre des nœuds symétriques, on peut rendre automatique les nœuds, on peut rendre à nouveau les nœuds rectilignes, on peut rendre courbes des segments qui sont sélectionnés. Donc il y a tout un tas d'effets qui sont possibles, qu'il suffit en fait d'explorer en passant déjà, comme je viens de le faire là, la souris sur les icônes. En fait, on a déjà des informations qui sont évoquées. Voilà, donc ça c'est vraiment cet outil d'édition les courbes de Bézier et puis l'outil d'édition des nœuds, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment, notamment pour détourer des formes sur des images par exemple. Donc on y reviendra plus tard. Ce que je voudrais évoquer pour l'instant, c'est la chose suivante. Alors je vais supprimer là l'ensemble de ce qu'il y a sur la page, donc je fais un CTRL A et je fais supprime, et je vais revenir au rectangle qu'on avait dessiné tout à l'heure. Voici ce rectangle. En fait, ce rectangle tel qu'il est là, c'est un rectangle, et je peux avoir envie de partir sur une base de rectangle pour faire un dessin. Dans ce cas-là, je vais transformer ce rectangle en chemin. Donc je clique, là j'ai mon rectangle donc, que je viens de dessiner, du coup il est sélectionné en tant que rectangle. Je vais cliquer sur l'outil d'édition des nœuds et je vais transformer cet objet, voilà, donc là l'objet qui est sélectionné, en chemin. Donc je clique dessus et là voilà, je vois apparaître le chemin de ce rectangle. Donc c'est pas mal parce que voilà, si je veux, après je peux incurver cette zone-là, je peux incurver celle-ci, voilà, pourquoi pas de cette manière. Donc je peux faire tout un tas de modifications une fois que j'ai transformé finalement cet objet en chemin. Les mêmes types de modifications que celles qu'on vient de voir. Je peux bouger un nœud, je peux ajouter des nœuds entre deux nœuds, je peux voilà, en ajouter davantage, je peux supprimer ici un nœud, d'ailleurs je peux aussi le faire directement en appuyant sur la touche Supre du clavier. Voilà, donc il y a tout un tas de modifications qui ici peuvent être faites. Alors je vais aussi en profiter pour évoquer un outil qui est ici, cet outil qui permet d'ajuster les objets en les sculptant ou en les peignant, qu'on peut appeler avec le raccourci majuscule F2. Je n'ai fait que lire ce qu'indiquait ici la souris. Et donc voilà, si je sélectionne maintenant en fait cet outil, alors j'ai tout un tas d'options possibles. Je vais prendre celle-ci qui va me permettre en fait de pousser le chemin. Eh bien voilà, vous voyez là, si je déplace ici cet outil en maintenant un clic gauche appuyé, eh bien je modifie là, la forme de cet objet, je pousse un petit peu les traits ici de l'objet. Alors il y a tout un tas d'autres éléments, là par exemple je peux, donc ça s'appelle ici rendre rugueux en fait les chemins. Voilà, si j'applique cet outil ici, je rends ici, on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne, je rends un peu plus rugueux là le chemin, donc mon tracé en fait que je viens de réaliser. Alors je peux le faire pour tout un tas d'objets, là si voilà, je dessine une spirale comme ceci, de la même façon il faut d'abord que, alors là je vais la sélectionner pour la déplacer. Je vais, une fois qu'elle est sélectionnée, je prends l'outil d'édition des nœuds et puis je vais choisir, alors là c'est un objet mais il n'est pas fermé, donc je vais plutôt choisir ici de convertir donc le contour de ma spirale
donc en chemin, donc il y a un objet mais qui est pas fermé, et voici donc le chemin de ma spirale, et donc de la même façon je peux utiliser cet objet et modifier donc ici cette spirale. Là, je peux pousser un peu les contours en fait de cette spirale et modifier donc la forme. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités qui existent ici. Et puis une dernière chose que je voulais aussi évoquer, parce que parfois on fait les dessins directement avec la souris, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis avec par exemple cet outil, on dessine à main levée, et puis après on peut lisser, et puis on peut aussi remodifier en faisant apparaître les nœuds de l'objet, mais je peux aussi faire un dessin à la main, le scanner, et puis le transformer en objet vectoriel. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais commencer par importer un petit dessin que j'ai fait. Donc je clique sur fichier, importer. Là je vais prendre ici ce croquis que j'ai scanné, croquis simple d'un encéphale. Bon, j'ai différentes caractéristiques, là je vais juste valider. Donc voilà, mon croquis est ici, je peux en modifier donc la taille, voilà, je peux faire différentes modifications. Et donc ce que je vais faire, c'est que donc ce dessin, c'est un objet en fait matriciel, et ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en système de vecteurs, donc je vais vectoriser en fait cet objet matriciel. Donc pour ça, je clique sur chemin, et je vais choisir la commande vectoriser un objet matriciel. Alors j'ai un menu qui s'ouvre, je le ramène ici, c'est pas ouvert sur le bon écran. Et donc j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre dans laquelle je peux faire tout un tas de réglages. Moi je vais me contenter de valider. Et voilà, je vois en fait ce que ça va me donner ici en aperçu. Donc je vais valider cet aperçu en fait qui me convient. Voilà, je vais fermer le tout. Et là en fait, si je sélectionne ici l'objet, ben en fait ça m'a donné, pardon, ça a vectorisé cet objet matriciel, donc ça y est, j'ai le contour. Alors je vais supprimer là cette image que j'avais importée, et je peux resélectionner là cet élément. Je peux même en faire apparaître ici les différents points qui le constituent, hein, donc le chemin, et donc je peux comme ça le modifier. Alors c'est sûr que pour que ça marche bien, l'idéal c'est d'avoir un contour qui est bien dessiné, sinon ça marche moins bien. Donc voilà, il faut bien préparer ces croquis. Voilà, donc j'ai fini avec la partie courbe de Bézier. Maintenant on va se poser la question des coloriages avec l'outil du pot de peinture. Donc je vais déjà supprimer le tout. Ici on va revenir à un niveau de zoom qui permet de voir l'ensemble de la page, et on va s'intéresser à la suite de cette découverte d'Inkscape. Poursuivons donc cette prise en main d'Inkscape et voyons donc comment colorier des zones bornées. Donc on retrouve ici Inkscape. Je vais commencer par faire un dessin. On va dessiner deux rectangles, voilà, qui se chevauchent. L'idée, ça va être de créer ici une zone bornée. Une zone bornée, c'est une zone donc de l'espace de ma page qui est définie par des contours. Donc là, j'ai une zone bornée. J'ai également ici d'autres zones bornées que je vais pouvoir colorier. Alors pour faire du coloriage, je vais sélectionner ici le pot de peinture. Donc je clique sur ce pot de peinture, et j'ai ici la barre de contrôle de ce pot de peinture. Je vois que là, quand je vais faire mon coloriage, je vais avoir un fond qui va être rouge et un contour qui va être de cette couleur un petit peu kaki, et que le contour va avoir cette épaisseur de 15 pixels. Donc je peux faire des modifications, mais déjà on peut se dire que a priori quand on veut colorier, pourquoi il y a un contour, pourquoi il y a un fond, bah, je dirais que c'est défini de cette façon dans le logiciel. En fait, quand on va colorier, on va dessiner une forme qui va épousser en fait les contours de la zone qui est bornée. Donc là on va voir ce que ça donne si je le fais. Donc je vais avoir un coloriage qui va être rouge en fond et kaki sur le contour, et le contour va être assez épais. Donc je clique ici. Voilà ce que ça me donne. Alors évidemment, là, comme on l'a dit, hein, le contour est assez épais. Je peux diminuer le contour, voire même je peux le supprimer. En fait, c'est souvent l'idéal quand on veut colorier des zones bornées. Le mieux, c'est de ne pas avoir de contour. Donc, je vais sélectionner aucun contour. Pour ça, j'appuie sur majuscule et je clique sur la croix et je supprime le contour. Et là, je vois que globalement, bah, voilà, la forme qui vient de se dessiner épouse pas mal justement la forme que j'avais délimitée
limiter avec mes 2 triangles. Donc voilà, si ça me convient, bah, c'est très bien. Après, je peux changer la couleur, je peux mettre du rose, donc voilà, je fais un clic gauche, je peux mettre un orange ici, je peux mettre ici un bleu. Donc on peut comme ça changer toujours sur le même principe en fait la couleur. Donc là, a priori, je ne vois pas spécialement qu'il y ait quoi que ce soit de sélectionner en fait sur mon dessin. Il n'empêche que ici donc j'ai en fait ce coloriage, cette forme coloriée en fait qui est sélectionnée. Je le vois si j'appuie sur l'outil de sélection et je vois que cette zone que j'ai, enfin le coloriage, la couleur que je viens de mettre est sélectionnée. Donc je peux ici déplacer en fait cette couleur si je le souhaite. Alors, je vais faire CTRL Z, voilà, pour la replacer où elle était, cette couleur. Et je vais pouvoir également en modifier les contours. Si je clique ici sur édition des nœuds, en fait je vois que j'ai un chemin et je peux très bien ici changer un peu la forme de coloriage si je le souhaite. Voilà, donc il y a tout un tas de modifications qui peuvent être faites, mais ce qui est important à comprendre, c'est que quand on colorie une forme, un espace borné, eh bien on colle en fait, enfin on dessine, ça revient à dessiner une forme dans l'espace borné qui a un contour et un fond. Alors je vais supprimer là ce coloriage, je vais revenir sur le pot de peinture. À nouveau on va faire donc un coloriage, je vais par exemple colorier ici cette zone en bleu et je voulais revenir aussi sur quelques éléments ici de la barre de contrôle. Là je peux agrandir et rétrécir la zone coloriée. Donc je vais un petit peu zoomer là pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Là si j'agrandis, si je mets 2 ici, voilà, à ce niveau-là, alors je vais regarder là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais ici agrandir donc cette zone. Alors oui, ça va, je sais pourquoi ça marche pas. Donc je vais le supprimer. Donc là, je reprends mon pot de peinture. Je vais agrandir et donc là c'est agrandi et je vais colorier à présent et en fait on voit que par rapport à ce que j'avais précédemment, et bien en fait ça dépasse les contours. Je vais à nouveau supprimer cette forme, je vais agrandir ici, je vais le mettre à 4, on va voir que ça dépassera encore plus, donc je clique ici. Et vous voyez, là, ça dépasse largement la région. Donc, je vais supprimer cette forme. Je vais me remettre sur le pot de peinture. On va lui redonner une taille plus petite. On était à 0,6 initialement. Je clique et là, je vois que ça rentre relativement bien dans mon contour. Alors, parfois, ce qui peut être casse-pied aussi, quand j'ai colorié quelque chose, c'est que finalement, après, si je veux sélectionner le contour de la forme, alors là, bien sûr, je peux sélectionner facilement le carré du haut comme ceci, le carré du bas comme ceci. Mais si je veux sélectionner ce carré du haut en cliquant par ici, je vais avoir du mal. Alors à moins de zoomer, à ce moment-là, je peux cliquer sur le carré ou sur la forme coloriée. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même trait ici. Ce qui peut être pratique à faire, c'est de mettre la zone coloriée en arrière-plan. En plus, souvent, ça permet d'avoir un contour qui est plus propre. Donc pour ça, en fait, quand je suis dans l'outil sélection, là, j'ai un certain nombre de commandes qu'on n'a pas encore évoquées, mais en fait, je peux choisir de mettre un objet à l'arrière-plan, au premier plan, ou de les déplacer par rapport aux autres éléments. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Là, si je zoome, donc là, c'est le coloriage qui est sélectionné. Je vais le mettre à l'arrière-plan. On va voir ici que les traits de contour vont mieux apparaître parce qu'ils vont être du coup au premier plan. Donc là, je descends mon coloriage à l'arrière-plan et du coup, voilà, je vois bien ici mes traits de contour. Si je me remets là sur le coloriage et que je le mets au premier plan, bah, on voit à nouveau mes traits de contour qui disparaissent. Alors je me remets ici sur mon coloriage, du coup voilà, je le mets ici à l'arrière-plan. Alors parfois aussi, ce qui peut se passer avec cet outil de coloriage, c'est que parfois le coloriage a du mal à se faire. Donc je vais reprendre là le pot de peinture et donc dans ce cas-là, il faut jouer un petit peu sur le seuil, l'augmenter, le diminuer ou changer les zones dans lesquelles on clique pour que le coloriage fonctionne. Je voulais aussi en profiter avec une remarque concernant l'outil pipette. Donc pour ça je vais dessiner quelques objets. On va par exemple faire un cercle jaune avec un contour rouge par exemple. Je vais dessiner ici un polygone, on va le dessiner avec un intérieur violet, un contour rose, mettons de cette façon. Et je voulais évoquer l'utilisation de cet outil pipette. L'outil pipette me permet de choisir mes couleurs de fond et de contour. Par exemple,
pour un remplissage que je souhaite. Là, vous voyez, on voit qu'on a le contour et le fond, les couleurs donc, qui correspondent au dernier tracé que j'ai fait. S'il y a une couleur qui m'intéresse, si par exemple je veux pour fond, non pas du violet mais du jaune, comme ici, je vais prendre la pipette et je vais cliquer, faire un clic gauche ici sur le jaune. Alors attendez, je vais repartir en arrière parce que j'avais ici, c'est ce à quoi il faut faire attention, j'avais là une forme qui était sélectionnée, donc voilà, je reprends ma pipette, je veux donc du jaune en couleur de remplissage, en fond, je clique ici sur le jaune, et là si je retourne sur mon pot de peinture, je vois que la couleur de fond a changé. Et si je veux par exemple un contour, je veux que ce contour soit orange, je reprends ma pipette, et je vais aller choisir ce orange. Par contre, pour indiquer à Inkscape qu'il s'agit d'une couleur de contour, j'appuie sur majuscule, puis, et vous voyez d'ailleurs le curseur change, hein, on voit que là c'est le contour qui apparaît, et je fais un clic gauche, et maintenant si je retourne sur mon pot de peinture, je vois que la couleur de contour a changé. Donc là, ce que je vous présente là avec le coloriage, c'est valable aussi pour les diverses formes qu'on peut faire, et donc là si je colorie cette zone ici, voilà, elle apparaît donc avec un contour orange, alors qui dépasse énormément, parce que le contour est très épais, hein. Si je fais un contour à 1, déjà ça va moins dépasser, et puis de la même façon je peux sélectionner ici cette zone que je viens de colorier, la mettre à l'arrière-plan et puis voir réapparaître ici au-dessus, on le voit en zoomant dessus, le contour ici de mon rectangle que j'avais initialement tracé. Voilà donc ce que je voulais évoquer concernant cet outil, l'outil de coloriage. Donc je vais désélectionner ces quelques éléments, on va donc sélectionner toutes ces formes, les supprimer, et on va pouvoir s'intéresser à un autre outil qui va être l'outil texte. Nous allons donc continuer cette prise en main d'Inkscape avec l'exploration de l'outil texte. Alors en effet, c'est souvent intéressant de placer des légendes sur un schéma, donc on va le faire facilement avec cet outil texte, qui est ici cette petite lettre représentée, que je sélectionne en faisant un clic gauche avec la souris. Je peux aussi sélectionner cet outil avec le raccourci F8. Hein, donc c'est un outil qui s'appelle Créer et éditer des objets texte. Donc je sélectionne cet outil. Si je veux écrire à ce niveau-là, je fais un clic gauche. Et là, donc j'ai un curseur qui clignote et je vais pouvoir écrire. Donc je vais par exemple écrire ici Inkscape. Une fois que j'ai fini d'écrire, je quitte la zone texte en appuyant sur Échappe. Et donc ça y est, j'ai quitté la zone de texte. Si je veux revenir sur ce que j'ai écrit, quand j'ai l'outil texte sélectionné, je me replace dessus. Je vois que ce qui est écrit apparaît en bleu. Donc si je clique dessus, ça y est, c'est bon. Je suis rentrée à nouveau dans la zone d'écriture et je peux réécrire Inkscape à nouveau à la suite. Voilà, je reclique ailleurs. Là, j'ai désélectionné cette zone et j'ai en même temps créé une nouvelle zone d'écriture. Donc, je peux réécrire le nom du logiciel Inkscape ici. Si je veux quitter la zone d'écriture, à nouveau, j'appuie sur Échappe. Alors, je peux aussi sélectionner ce que j'ai écrit avec l'outil sélection ici. Je fais un clic gauche sur la flèche et je viens sélectionner. Par exemple, là, je l'ai écrit 2 fois. Je me dis que c'est trop, donc je le sélectionne. Et je vais le supprimer, j'appuie sur Supprimer et ça y est, j'ai supprimé ce que je viens d'écrire. Alors si on regarde, je reprends l'outil texte, on va rentrer là dans cette zone et on voit qu'on peut changer tout un tas d'éléments. Déjà, je peux choisir ici la police, ici le style de la police, normal, italique, gras. Là, c'est la taille de la police. Ici, ça me permet de régler l'espacement entre les lignes. Si j'ai plusieurs lignes de texte, je peux faire en sorte que les lignes soient proches, au contraire éloignées. Je peux choisir des centimètres ou autre chose. Là, je peux donc aligner à gauche, aligner à droite ou centrer l'objet ou le texte ou le justifier ici. On peut mettre donc en exposant, en indice. On peut également ici régler l'espace qui va exister entre les lettres. Ici, ça va nous permettre de régler l'espace qui se trouve entre les mots, et là, ça nous permet, en fait, ces deux dernières commandes, de régler, en fait, le décalage qui existe entre les lettres horizontalement et verticalement. Donc, il y a comme ça tout un tas de modifications qui sont possibles. D'autre part, je peux aussi, alors là, je peux sélectionner le mot ou une partie du mot. Là, si par exemple, je veux alors on va mettre par exemple juste ink d'une couleur, par exemple je veux que ce soit écrit en bleu, je vais sélectionner ici la couleur bleue, donc je fais juste un clic gauche ici sur la partie, alors voilà ici, je vais prendre peut-être un bleu qui se voit
voilà, ça se voit un petit peu mieux, donc un bleu clair ici, et puis Scape, je vais l'écrire d'une autre couleur, je sais pas, par exemple en violet. Voilà, donc il suffit de sélectionner les couleurs. Alors par contre, je n'appuie pas sur majuscule, je fais juste un clic gauche pour sélectionner les couleurs. Si j'appuie sur majuscule, on va voir ce que ça fait. En fait, les lettres, elles n'ont pas de contour, en fait, je vais leur donner un contour. Donc là, si j'appuie sur majuscule et que je sélectionne du orange, eh bien, je vois ici... Alors, on va sortir de la zone d'écriture. Je vois ici un contour orange apparaître autour de mes lettres. Donc, après, ça peut être un choix si on souhaite un contour. Là, je re-rentre dans la zone d'écriture. Je suis toujours avec ici l'outil texte sélectionné. Et pareil, je peux ajouter ici un contour. On va mettre, par exemple, un contour, mettons, un peu kaki, voilà, autour de des premières lettres du mot. Et je retrouve ici ce contour qui apparaît. Voilà, donc on peut faire comme ça tout un tas de modifications. Là encore, là donc voilà, j'ai donc le mot qui est sélectionné, je le désélectionne en cliquant dans un espace vide, je peux le resélectionner. Si je veux rentrer à nouveau dans la zone d'écriture, je clique ici sur l'outil texte, ou bien je clique directement sur F8. Si je veux sortir de la zone de sélection, j'appuie sur échappe, et si je veux déplacer mon texte, je le saisis avec l'outil de sélection. Je maintiens mon clic gauche appuyé, et je peux déplacer ici le mot Inkscape dans l'espace. Voilà, je vais dézoomer, et nous allons donc pouvoir nous intéresser à présent à un autre outil qui va être l'outil calque. Continuons donc cette prise en main d'Inkscape avec l'exploration des calques. On va voir comment utiliser les calques dans Inkscape. Alors, nous retrouvons donc Inkscape avec en particulier la boîte de dialogue calque, là qui n'est pas affichée, donc je vais voilà, l'afficher en cliquant dessus, et je vois ici les calques. Donc là, ça veut dire que je suis en fait sur un premier calque sur lequel je peux faire des dessins, et je peux ensuite ajouter d'autres calques. C'est un petit peu comme avoir finalement un dessin qu'on souhaite décalquer. On a la page sur laquelle se trouve le dessin, on met un calque dessus, et on va pouvoir décalquer le dessin en question. À part que là, la première page, la première feuille sur laquelle se trouve notre dessin, ça va correspondre à ce qu'on appelle aussi un calque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais justement prendre un dessin. Alors ça peut être un croquis que voilà, j'ai dessiné à main levée, ou une photo. Là, je vais prendre le cas d'une photo. J'ai fait donc une photo d'un encéphale en plastique que je vais importer, et on va l'importer donc dans un premier calque. Donc là, je suis dans ce calque. Je vais importer ma photo. Pour ça, je fais Fichier, Importer. Ici, je vais prendre donc cette photo de l'encéphale en plastique que j'ai détourée, et je fais Ouvrir. Là, j'ai différentes informations, je valide, et j'ai ici donc cet encéphale en plastique. Alors là, il me semble un petit peu grand, alors je vais dézoomer, et puis je vais réduire sa taille. Pour réduire sa taille et garder les proportions, j'appuie en même temps sur le bouton, la touche contrôle de mon clavier. Voilà, je vais le réduire encore un petit peu, de façon à ce que ça rentre ici dans cette page. J'aime bien me baser sur la page de Inkscape pour faire mes dessins. Je vais encore réduire un petit peu ici la taille de cet encéphale. Je vais le placer à ce niveau-là, donc il est dans mon calque. Et ce que je vais faire, comme je n'ai plus envie que ça bouge, en fait, je vais verrouiller mon calque. J'appuie ici sur le petit cadenas, ça veut dire que là, vous voyez, j'ai les outils sélection sélectionnés. J'essaye de sélectionner mon encéphale, mais là, ça ne marche plus, je ne peux plus le sélectionner parce que j'ai verrouillé le calque, je ne peux plus rien faire dans ce calque. Alors par contre, je peux choisir de ne pas afficher le calque ou de l'afficher, c'est-à-dire de voir ou pas son contenu. Donc ça, c'est mon dessin de base. Et en fait, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de délimiter une zone. Je vais délimiter le lobe frontal en fait sur cet encéphale. Donc pour ça, je vais commencer par ajouter un calque alors peut-être déjà avant d'ajouter un calque, je vais déjà renommer ce calque-là. Sur ce calque, j'ai donc l'encéphale. Donc je vais écrire ici encéphale. Je vais garder l'accent ici. Et maintenant, je vais ajouter un calque. Et puisque ce que je vais délimiter, c'est le lobe frontal, je vais écrire du coup lobe frontal pour nommer ce calque. Donc là, je vais pouvoir dessiner sur ce calque. Et je vais délimiter cette région. Donc je vais me baser ici sur cet encéphale, et donc le lobe frontal, le voici, c'est la partie de notre encéphale qui se trouve juste derrière notre front. Pour faire cette délimitation, je vais utiliser les courbes de Bézier. Donc je sélectionne ici
cet outil et je vais donc ajouter, enfin faire ce détour. Alors je vais le faire assez rapidement. Je vais placer ici différents points qui vont me permettre d'avoir globalement cette délimitation. Voilà, on va la faire à peu près comme ceci. Ici, je vais continuer là de cette manière. Et évidemment, là j'ai mon tracé. Je vais éditer le chemin. Alors je vais zoomer un petit peu, je vais déformer un petit peu la forme de façon à ce que ça épouse un petit peu la forme là, de cet encéphale. Donc voilà les différentes circonvolutions. Là je vais détourer ça un peu de cette manière. Là on va l'incurver un petit peu. Pareil ici, je vais faire la même chose à ce niveau-là. Je termine ici. Voilà, j'ai à peu près délimité donc la forme. Alors évidemment, en le faisant plus précisément, on va la délimiter plus proprement. Mais bon, voilà, déjà là, j'ai délimité cette forme. Je vais repartir sur l'onglet, l'outil de sélection. Donc voilà, j'ai sélectionné ici donc ma forme. Et ce que je vais faire, c'est que, en fait, comme je souhaite faire apparaître davantage cette zone de l'encéphale, je vais colorier cette région. Je vais par exemple la colorier en rose. Alors je clique donc ici sur cette zone, enfin sur la couleur rose. Donc voilà, je remplis la zone. Alors j'ai deux problèmes, c'est que déjà j'ai un contour, j'en veux pas. Alors ça c'est facile, je vais supprimer le contour en cliquant ici sur la croix rouge qui est sur fond blanc, tout en appuyant sur la touche Maj. Donc on va voir ici mon contour qui était un trait noir disparaître. Et ici donc j'ai toujours mon fond, mais voilà, ce qui me pose problème c'est que je vois plus l'encéphale. Donc c'est pas grave, je vais pouvoir régler ici l'opacité. Donc je vais diminuer l'opacité ici de cette zone. Voilà, je vais la diminuer par exemple à 40, hein, ça me semble pas trop mal. Et je désélectionne voilà cette forme. Et donc voilà, j'ai du coup fait ici cette délimitation donc du lobe frontal sur cet autre calque. Alors je peux, si ça me convient, voilà, je verrouille. Et alors ce que je peux faire aussi, c'est que je peux déplacer les calques. Là ça va pas être très intéressant parce que vous voyez, si je déplace le calque lobe frontal en dessous de l'autre, en fait il disparaît puisqu'il est en dessous. Donc bon voilà, je vais le remonter. Mais en tout cas voilà, là j'ai mes deux calques. Après je peux très bien ajouter aussi un autre calque et puis mettre une légende lobe frontal dessus. J'aurais pu tout aussi bien finalement faire ce détourage ici sur l'encéphale, mais c'est souvent plus simple en fait de travailler avec plusieurs calques parce que ça permet après de faire des modifications plus facilement. Ça évite aussi des petites erreurs. Si on veut détourer une autre zone, ça évite de changer la taille de l'encéphale. Donc c'est le plus simple justement de travailler avec ces calques. Alors on va continuer parce qu'on va ajouter un quadrillage qu'on va mettre en fond, ce qu'on va faire dans un troisième calque. Et donc pour réaliser ce quadrillage, on va pour ça utiliser une nouvelle fonction. Je vous propose de continuer cette prise en main d'Inkscape en nous intéressant à la manière de tracer un quadrillage avec une fonction qu'on appelle la fonction de pavage de clone. Tracer un quadrillage, ça peut être intéressant si on souhaite par exemple faire un tracé de courbe, par exemple au hasard un tracé de potentiel d'action. Là on va voir comment réaliser cet ensemble qui se trouve derrière cette image. Donc on retrouve ici Inkscape et on va commencer par ajouter un nouveau calque dans lequel on va créer ce quadrillage. Donc je clique ici sur le plus pour ajouter un nouveau calque. Je vais nommer ce calque quadrillage. Voilà, mon calque apparaît, il est déverrouillé, je vais pouvoir dessiner dedans. Alors je vais un petit peu dézoomer ici pour avoir une meilleure vue sur l'ensemble et je vais tracer un quadrillage. Pour ça il faut que je sélectionne en premier lieu mon outil rectangle et je vais tracer un carré qui va me servir de base pour tracer ce quadrillage. Alors si je veux un carré et non pas un rectangle, pour tracer mon carré, il faut que j'appuie en même temps que je dessine mon rectangle sur la touche CTRL. Donc je vais dessiner ici un carré. Voilà, je vais le dessiner comme ceci. Donc j'ai appuyé sur la touche CTRL en même temps que j'ai fait un clic gauche avec ma souris que j'ai maintenu jusqu'à avoir la taille souhaitée. Et je vérifie ici, j'ai bien effectivement les mêmes côtés, j'ai bien un carré. Donc maintenant que j'ai mon carré de base, eh bien je vais réaliser ce pavage de clone. Pour ça, je vais je m'assure déjà, je vais mettre comme ceci que mon carré est bien sélectionné. Ensuite je vais dans édition, cloner.
et je vais choisir créer un pavage de clone. Je clique là-dessus, j'ai une boîte de dialogue ici qui s'affiche et je vois que je peux choisir le nombre de lignes et de colonnes que je vais constituer avec ce carré. Alors je vais en mettre, mettons, on va se dire 15 lignes et 15 colonnes, je pense que ça devrait suffire et on va créer ce pavage de clone. Alors je vais fermer ici cette boîte de dialogue, on va gagner un petit peu de place ici, et j'ai ici mon pavage de clone qui est un petit peu grand, mais bon, c'est pas grave. Alors je désélectionne ce pavage. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, il y avait un carré qui était sélectionné. En fait, si je clique ici, je sélectionne un carré, c'est un clone que j'ai sélectionné. Et en fait, en dessous de ce clone, il y a mon carré qui m'a servi à dessiner le pavage de clone. Alors pour aller le sélectionner plus facilement, je vais mettre ce clone à l'arrière-plan. Donc là, pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, j'ai ce carré que je vois, mais il y en a un autre derrière. Le carré que je vois qui est au premier plan ici, c'est un clone, et derrière lui, donc sur l'arrière-plan, il y a le rectangle qui m'a servi à dessiner, le carré qui m'a servi à dessiner ce quadrillage. Donc là, puisque c'est le clone qui est sélectionné, c'est noté ici, je vais le mettre à l'arrière-plan, donc je vais le descendre à l'arrière-plan avec cette commande que je trouve quand le carré en question est sélectionné. Donc je clique ici, ça y est, je l'ai mis à l'arrière-plan. Je désélectionne, je reviens sélectionner ici mon carré, et là, ce carré sélectionné, on me dit que c'est un rectangle, c'est pas un clone, donc c'est mon rectangle initial. Une fois qu'il est sélectionné, je vais le déplacer, donc je fais un clic gauche maintenu, je le déplace, je vais le mettre par ici. Voilà, donc là j'ai déplacé mon rectangle de base, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner tous mes clones, et je vais les placer au niveau ici de cette image. Alors je vais régler ça comme je le souhaite, par exemple comme ceci, mais je me rends compte qu'il y a trop de lignes et de colonnes de carrés, donc je vais en supprimer un certain nombre. Je vais supprimer par exemple tous ces carrés là, donc je les sélectionne comme je viens de le faire là en créant un rectangle, en appuyant donc sur le clic gauche maintenu de la souris, je dessine ce rectangle, et puis en enlevant le clic, je les trouve sélectionnés. Là j'appuie sur Supr et je vais faire pareil. Là ici je trouve qu'il y en a un petit peu trop, je vais sélectionner tout cela et je vais les supprimer. Voilà, là je trouve que ça me convient, j'ai la grille qui est à l'endroit souhaité, et je peux faire des modifications. En fait, là j'ai mon rectangle donc qui m'a servi à construire ce quadrillage, et toutes les modifications que je vais appliquer sur ce rectangle, je vais les retrouver sur tous les clones. En fait, là je peux par exemple épaissir le contour, je vais mettre 1 en contour, voilà ce que ça donne. Et puis, je peux faire diverses modifications. Peut-être que ce rectangle, en fait, je vais modifier un peu ses angles. Je vais appuyer donc là sur l'outil rectangle. Là, je vois ces angles. Et je vais ici jouer un petit peu sur les angles. Je vais un peu les arrondir. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, je vais prendre l'outil sélection. Et puis, je vais cliquer donc une deuxième fois sur le rectangle. Là, j'ai des petites flèches incurvées qui apparaissent. Je clique sur l'une de ces flèches et je vais incliner un petit peu voilà, ces rectangles. Je désélectionne, je vais le resélectionner et je vais les agrandir un petit peu. Alors je fais un clic gauche pour maintenir un peu la taille. Voilà, je vais les agrandir de cette manière. Et puis si j'estime que ça me va à peu près, voilà cet ensemble, je vais peut-être le resélectionner un petit peu, le replacer de façon à bien centrer mon encéphale là-dessus. Peut-être que je trouve que c'est un peu foncé les contours, alors je vais changer les contours, je vais faire un contour gris plutôt que noir. Donc pour choisir la couleur de contour, j'appuie sur Maj et je clique là sur ce gris 70%. Et si ça me convient, maintenant je vais avoir plus qu'à changer l'ordre de mes calques. En fait, si je veux que ce quadrillage il apparaisse en arrière-plan, déjà je vais le verrouiller pour être sûr de ne pas faire de bêtises dessus, et je vais le descendre. Donc je peux le descendre avec cette flèche, ou si je veux directement le mettre à l'arrière-plan, au lieu de cliquer 2 fois sur cette flèche simple, je vais cliquer directement sur cette flèche. Et voilà, j'ai ici voilà mon ensemble mon pavage de clone qui se trouve donc à l'arrière-plan de mon encéphale. Et si ça me convient, eh bien je vais pouvoir passer à la dernière étape. Si je ne veux plus faire de modification quelconque ici sur ce dessin, eh bien je vais pouvoir tout simplement maintenant exporter ce dessin. Nous allons donc terminer cette prise en main d'Inkscape en ajustant la page d'Inkscape au dessin que nous venons de réaliser, dessin que nous allons ensuite exporter.
Voici donc notre dessin dans cette page. Donc nous allons ajuster la page au dessin. Alors déjà, ici, ce carré qui nous a permis de réaliser notre quadrillage ne va pas nous être utile. Donc je vais retourner ici sur la page de quadrillage, je vais la déverrouiller. Je vais sélectionner ici ce petit carré et je vais le supprimer. Je peux reverrouiller mon calque ou pas. Après, comme il va être nécessaire que je trace un rectangle autour de la zone que je souhaite ajuster, je vais choisir de verrouiller ce calque et puis de tracer ce rectangle dans un autre calque. Donc je vais marquer ici ajustement en nom de calque. C'est simplement pour être certaine de ne pas faire de bêtises. Alors je vais le monter tout en haut, comme ça voilà, je vais le voir plus facilement. Donc je vais sélectionner l'outil rectangle et je vais faire un rectangle autour de la zone ici qui m'intéresse. Voilà, par exemple comme ceci. Bon, les bords sont ici pas pointus, je peux les mettre pointus ou pas, peu importe. Et là, donc voilà, si ce cadre me convient, eh bien je vais ajuster la page d'Inkscape qui pour l'instant est grande, je vais l'ajuster à ce rectangle-là. J'aurais pu ne pas tracer de rectangle et sélectionner juste les éléments de mon dessin, mais je trouve que à mon goût, Inkscape va vraiment coller aux objets et je trouve que c'est trop près. C'est pour ça que je préfère moi passer par un rectangle pour avoir un petit peu d'espace autour de la forme que je viens de réaliser, enfin du dessin que je viens de faire. Donc là, je vais aller dans édition et je vais sélectionner ajuster la taille de la page à la sélection, ce que je peux faire en appuyant sur Maj, CTRL et R. On va voir donc que la page de Inkscape va changer de taille. La voici, elle est en fait sur le rectangle que je viens de dessiner. Alors ce rectangle, voilà, si j'appuie sur la touche sélection, je le retrouve sélectionné. Comme ce rectangle ne m'intéresse pas, je vais appuyer sur Supr. Voilà, j'ai supprimé le rectangle et j'ai ainsi ajusté donc la page d'Inkscape au dessin que je viens de faire. Alors je peux zoomer un petit peu dessus pour qu'on le voit mieux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ce dessin sous la forme d'un objet matriciel. Donc pour ça, je fais Fichier et je vais faire Exporter au format PNG, qui est celui que me propose donc Inkscape. Donc je clique ici. J'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre, je peux choisir le nom de mon fichier, là qui a le même nom que le nom que j'ai donné à mon fichier SVG, hein. Inkscape produit des fichiers SVG, hein. Et si je clique ici, je peux choisir l'endroit où je vais exporter donc mon dessin. Donc là, je vais le laisser tel qu'il est, je ne vais pas non plus toucher à tous ces paramètres, et je vais cliquer sur Exporter. Donc l'exportation vient de se faire, et donc je vais pouvoir aller chercher à présent donc mon dessin que je viens d'exporter donc dans Inkscape, et ce dessin donc le voici. Voilà, je l'ouvre, alors il est sur mon autre écran, et donc voici ce dessin que je peux ensuite placer dans les différentes présentations que je souhaite faire, ou bien dans un écrit que je dois produire. Donc je ferme ce dessin, ici je peux fermer donc cette page, revenir à cet aspect classique de ce logiciel Inkscape. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous rendre service. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.